Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire de Saxo Bank avec une thématique qui a effectivement été extrêmement importante en 2022. L'énergie. On revient pour faire un peu le point, sur cet aspect-là, avec effectivement un focus pour savoir si l'énergie alors bien sûr, vous avez eu les résultats de Total ce matin, hein. Mon collègue va revenir sur cet aspect-là dans un instant. De mon côté, je vais plutôt vous donner une perspective un peu plus, bien sûr secteur énergétique, mais aussi, matières premières globales. Donc on va essayer de voir concrètement qu'est-ce qui nous attend au cours de cette année. Un peu en termes d'état des lieux, si on regarde au niveau notamment du marché pétrolier, puisque vous êtes très nombreux à investir dans ce domaine-là, on a eu une chute de presque 4 du pétrole, donc le WTI, hein, si on regarde le Brent, on est à peu près sur les mêmes, évolutions au cours de la semaine passée. Une raison principale à cela, c'est tout simplement que les stocks américains de pétrole continuent de grimper. En parallèle, on a aussi un peu d'optimisme moins important concernant, ce qui se passe au niveau de la Chine, puisque l'ouverture chinoise a été, il faut bien le reconnaître, depuis le tout début d'année, un moteur extrêmement important d'appréciation des matières premières, mais je vais y revenir dans un instant pour vous donner un peu quelques perspectives. Alors, on est autour, hein, d'un prix du baril de pétrole qui est autour de la zone des 60 $, hein, 73 si on était en tout début de la semaine. Là, on est plutôt sur une tendance effectivement, vous le voyez, baissière si on regarde uniquement le cours du baril de pétrole, mais à la fois chez Saxo Bank, mais je vous mettais l'exemple de Goldman Sachs, mais également, tout simplement d'autres banques d'investissement. On est plutôt, haussier sur le cours du baril du pétrole et j'irai même un peu au-delà en évoquant d'autres matières premières dans un instant. Pourquoi haussier? Tout simplement parce qu'on va revenir, hein, bien évidemment, sur le panorama macroéconomique, nos prévisions pour le deuxième semestre et également ce qu'implique la relance chinoise, hein. Donc vous voyez par exemple pour Goldman Sachs, la banque d'investissement américaine anticipe un baril à 100 $ cette année, ce qui est foncièrement, je vois, assez cohérent et qui est peu ou prou en ligne avec nos attentes également. Ça, c'est pour l'état des lieux. Si on poursuit, on a eu en début d'année un repositionnement extrêmement important. Alors, vous le savez, hein, en général, quand je fais une intervention, je parle beaucoup de flux, puisqu'effectivement, les flux ont une importance qui est cruciale sur l'évolution des différents actifs financiers, et c'est justement en partie les flux qui ont expliqué l'évolution qu'on a pu constater depuis le début d'année sur la plupart des matières premières. Ici, je vous présente un panorama assez global avec le secteur agricole, énergétique et les métaux précieux. Vous le voyez, on a un secteur qui tire son épingle du jeu, ce sont les métaux industriels, avec une hausse de 8,25% au total depuis le début d'année, contre l'agriculture et l'énergie qui baissent. L'énergie, alors c'est baisse, mais dans des proportions assez importantes. C'est essentiellement une baisse, hein, liée au gaz naturel. Vous le voyez, une chute de 40% depuis le début d'année. C'est extrêmement massif. Sur le pétrole, hein, Brent ou WTI, on est sur une chute qui reste encore très très mesurée, hein, comme vous le voyez très nettement. Au niveau du secteur agricole, quelques éléments d'explication, même si je reviendrai notamment sur le café dans un instant. C'est tout simplement, vous avez à la fois bien sûr des conditions climatiques qui sont propices, c'est par exemple le cas aujourd'hui sur le sucre, ou encore, et qui entraîne donc des problèmes au niveau de l'offre, ou encore vous avez aussi pas mal de spéculations sur certaines matières premières agricoles. Qu'est-ce qu'on a constaté au niveau des flux? C'est que depuis le tout début d'année, on a eu les fonds spéculatifs qui se sont tout simplement, repositionnés, d'abord, qui étaient très, très longs acheteurs, hein, donc sur, l'énergie, qui se sont repositionnés par la suite plutôt sur les métaux précieux, les métaux industriels en particulier. Ça a été le premier mouvement, et qu'est-ce qu'on constate? Et ce qui était vraiment au tout début d'année, hein, ils cherchaient de l'appétit au risque, et tout simplement la thématique, qui était centrale, c'était de dire l'ouverture chinoise qui est massive et qui va conduire à une relance assez importante, va bien sûr bénéficier aux métaux industriels. C'est assez logique, rien de très innovant à cet égard. Donc effectivement, ça a déjà alimenté les métaux industriels. Si on regarde à l'heure actuelle, hein, donc début février, on a de nouveau un repositionnement au niveau des flux, c'est-à-dire qu'après avoir misé sur les métaux industriels, et vous le voyez, hein, notamment le zinc, 14%, c'est massif. On a les fonds spéculatifs qui aujourd'hui se propositionnent plutôt à l'achat, lorsqu'on regarde les flux sur les matières premières agricoles. Alors j'ai évoqué le sucre. Le sucre, par exemple, c'est tout simplement lié à une problématique au niveau de l'offre. Même chose sur le café, mais j'y reviendrai un peu plus en détail par la suite. Ils anticipent également
Alors, outre l'aspect conditions climatiques, qui est bien évidemment un facteur toujours essentiel lorsqu'on s'intéresse aux matières premières agricoles, vous avez quand même la thématique chinoise, réouverture, hausse de la demande, qui est aussi présente, mais c'est moins une lame de fond que ça ne l'était, par exemple, sur les métaux industriels, très clairement. En tout cas, ce tableau vous offre un panorama qui est quand même assez complet de ce qu'on peut attendre, en tout cas ce qui se passe aujourd'hui sur les matières premières, avec un grand repositionnement. Je le rappelle, c'est pas complètement inédit. Alors, il y a bien sûr la thématique chinoise qui joue, mais foncièrement en début d'année, vous avez systématiquement les institutionnels qui vont revoir leur position après une année 2022 qui était quand même assez médiocre en termes de performance. Force est de constater qu'on a eu plusieurs bonnes nouvelles sur le front macroéconomique qui ont alimenté l'appétit au risque. Et concrètement, comment ça s'est matérialisé? C'est tout simplement, vous avez eu des fonds spéculatifs qui sont plutôt allés vers tout simplement les métaux industriels notamment, et en certaines matières premières agricoles, pas toutes encore à cet égard. En termes de matières premières agricoles, avant que j'aille un peu sur l'énergie, vous avez effectivement l'un des gagnants de début d'année, c'est bien sûr le café. Ici, je vous présente les contrats à terme sur le café Robusta. Alors, c'est en livraison en juillet 2023. Sachez que vous avez plusieurs échéances de livraison. Vous en avez eu notamment la première et en mars, et ensuite en septembre. L'idée, c'était juste de vous présenter la tendance. Vous voyez, on a une tendance très nettement à la hausse, avec un pic qui a été atteint il y a 15 jours de cela. Alors bien évidemment, on n'est pas du tout au niveau qui prévalait en 2022, voire même en 2021, mais force est de constater effectivement qu'on a une tendance plutôt haussière au niveau du café, donc, globalement, et l'une des manières, l'un des baromètres, c'est le café Robusta, tout simplement parce que là encore, vous avez une baisse de la production qui est extrêmement importante et qui va jouer négativement sur l'évolution des cours. On est plutôt effectivement, depuis le début d'année, sur une évolution haussière qui est très nette, comme vous le voyez, au niveau du graphique. En tout cas, ça fait partie des quelques matières premières agricoles qui s'en sortent plutôt très bien en ce début d'année. Il y aura bien évidemment, vous en doutez bien, quand on a une telle envolée sur quelques semaines, vous avez toujours des phénomènes de consolidation, et c'est ce qu'on constate d'ailleurs sur le café Robusta. Mais la réalité, c'est que quand même la tendance de fond, elle est haussière sur ce type d'éléments. Le slide sur lequel je vais rester un tout petit peu plus longtemps, c'est un slide sur l'énergie. Donc, je vous ai dit que je l'ai évoqué avec vous, le secteur énergétique. Et donc, indéniablement, ce qui va être important, c'est tout simplement le pétrole. Je vais vous donner un peu notre scénario macroéconomique pour les prochains mois, si vous ne l'avez pas déjà vu précédemment, puisque je l'ai changé assez régulièrement à cet égard. C'est effectivement, on est loin d'être sur une conjoncture qui est aussi négative que prévu. Le risque de récession des deux côtés de l'Atlantique est plutôt réduit. Le cas britannique est un cas à part, je n'y reviendrai pas aujourd'hui. Et vous avez surtout une thématique qui va être centrale et qui va se matérialiser un peu à partir du mois de mars prochain, c'est tout simplement la relance chinoise. Alors on sait que dans l'immédiat, on a eu essentiellement des mesures au niveau de la liquidité qui sont assez classiques, d'ailleurs, lorsqu'on a le nouvel an chinois. Ces mesures au niveau de la liquidité, a priori, commencent à avoir un effet positif sur le secteur manufacturier, puisque les derniers indicateurs PMI pour la Chine étaient en territoire d'expansion. Donc c'est le PMI pour le mois de janvier, on était à 50,5, c'est faible indéniablement, mais ça reste en territoire d'expansion. On sort de la contraction qui prévalait précédemment, donc c'est plutôt positif. On anticipe chez Saxo une accélération au niveau des mesures de relance, alors à la fois monétaire et budgétaire. Sur l'aspect fiscal, on pense qu'on aura une relance qui sera à peu près au minima d'ampleur de 5% du PIB, sachant que c'est un scénario conservateur puisque les précédentes relances chinoises étaient généralement quand même sur une amplitude supérieure à 5% du PIB. Pourquoi on aura ces mesures de relance? Tout simplement parce que le ralentissement est quand même très bien amorcé. Vous avez eu, alors la Chine n'a pas dévoilé encore un objectif de croissance cette année clair, mais en tout cas les provinces chinoises ont déjà adopté un objectif de croissance clair pour cette année. Dans tous les cas, c'est à minima une croissance de 5%, voire supérieure à 5%, ce qui est indéniablement ambitieux puisqu'on part d'assez bas. Donc dans tous les cas, ça veut dire qu'il y aura ces mesures de stimulus. On anticipe, on table plutôt sur une annonce des mesures à partir du mois de mars.
ce qui est effectivement, plutôt cohérent avec les précédentes étapes lorsqu'on avait des relances monétaires et budgétaires. Bien évidemment, en règle générale, les mesures de relance chinoises, ça peut être aussi bien la baisse du taux de réserve obligatoire des banques que des mesures, on s'en doute, hein, de soutien à la consommation et à l'immobilier. Ça aura probablement un impact assez rapide sur la Chine. L'objectif est surtout de savoir aussi à combien de temps, le laps de temps qui va s'écouler pour que ça ait un impact au niveau États-Unis, Europe et notamment Allemagne. En règle générale, effectivement, d'ici avant la fin du deuxième semestre, on devra avoir les effets positifs de la relance chinoise qui s'exercent du côté européen. Quel va être, donc si nos scénarios se réalisent, hein, vous le savez toujours, ça, on a un scénario central et après il faut quand même prévoir les autres possibilités. Dans le cadre d'un scénario central, quel sera l'impact sur les matières premières? Et je vais m'intéresser plutôt aux matières premières énergétiques, puisque c'est un peu le thème de notre webinaire aujourd'hui. On fait un peu le lien avec ce qu'on avait évoqué précédemment en 2022. Nous, on anticipe qu'on va avoir une situation de déficit au niveau de l'offre sur le marché pétrolier cette année, tout simplement parce qu'on va avoir une hausse de la demande chinoise, qui est assez logique si vous avez des mesures de relance. Concrètement, aujourd'hui, le marché anticipe qu'on va avoir une hausse de la demande globale de 1,2 million de barils par jour. Chez Saxo, on est plutôt sur une optique de 4 millions de barils par jour, donc essentiellement lié à l'accroissement de la demande chinoise, si on est effectivement sur cette relance qui paraît quand même très fortement probable. Donc vous le voyez, ça veut dire qu'on va avoir dans un premier temps une problématique pour répondre à une demande qui est extrêmement importante, hein. C'est quand même 4 millions de barils par jour, c'est ce que je vous disais sur le slide. C'est quand même 3 fois plus quasiment, hein, que la croissance de la demande qui est estimée par le marché. Pourquoi il y a ce décalage? Pour une simple et bonne raison, c'est que même si les prévisions macroéconomiques sont revues à la hausse, vous avez encore des analystes qui vous disent que d'accord, nous n'avons pas eu la récession qu'on attendait tous en fin d'année 2022, début d'année 2023, mais on l'aura finalement à un certain stade, peut-être au deuxième semestre. Vous l'avez compris, c'est pas du tout notre scénario chez Saxo Bank et on n'est pas dans cette thématique-là récessionniste. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont dans le sens d'absence de récession. Dans le détail, c'est ce que je vous disais sur le slide, à quoi vont être utilisés ces 4 millions de barils supplémentaires qui sont nécessaires pour la Chine. Donc ça vous donne quelques perspectives. Mais on est à 2 millions de barils qui devraient correspondre à du carburéacteur. Donc c'est pour l'aviation, hein, concrètement. 1 million à du nafta qui est pour la pétrochimie, 1 million à de l'essence et à du diesel. Donc ça vous donne un peu en termes de perspective, hein, ça reste des prévisions bien évidemment, mais bon, l'idée générale est effectivement de se dire qu'on aura un déficit très net d'offres et de capacité justement de répondre à cette offre, hein. J'insiste, 4 millions de barils par jour en plus, c'est quand même très massif et ça va être compliqué de répondre à l'offre supplémentaire. Donc ça veut dire quoi? Bien évidemment, ça veut dire hausse du prix du baril de pétrole. C'est pour ça que la prévision de Goldman Sachs n'est pas du tout aberrante. Et ça veut dire quoi en termes plus global macro? Que l'inflation va certainement revenir, en tout cas l'inflation par l'énergie va probablement être une problématique au deuxième semestre. Dans la plupart des zones économiques, j'entends zone euro, États-Unis, vous avez eu déjà le pic d'inflation. C'est pas le cas si on regarde dans certains pays européens. Je regardais par exemple récemment la Hongrie, c'est vraisemblablement pas le cas puisqu'ils ont des hausses de salaire significatives. Mais ça veut dire que dans ces pays où le pic d'inflation est déjà passé, on peut avoir de nouveau un sursaut au deuxième semestre. Ça se traduit par quoi en termes de politique monétaire? Et ensuite, je vais laisser la parole à mon collègue. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, le marché, en tout cas du côté américain, table bien sûr sur une pause de politique monétaire, mais il table également tout simplement sur une baisse des taux d'ici la fin de l'année. Ça nous paraît assez peu probable d'avoir une baisse des taux dans les grandes zones économiques en l'absence de récession et avec vraisemblablement des prix de l'énergie qui vont de nouveau augmenter au deuxième semestre. Donc c'est assez peu cohérent vraisemblablement avec nos attentes et on devrait être effectivement plutôt sur une pause de politique monétaire, d'après nous, plutôt qu'une baisse des taux. Et ça change quand même pas mal la donne, puisqu'une grande partie de l'élan boursier, donc je m'échappe un peu des matières premières, est aussi tout simplement liée à cette espérance de baisse des taux
directeur. Voilà pour, cette petite partie. J'avais prévu 20 minutes, on est pile dans le créneau. Comme vous le savez, si vous n'êtes pas nouveau au webinaire de Saxo Bank, vous avez toujours une partie analyse technique avec mon collègue Nicolas, donc je vais lui laisser la parole et je crois qu'il parle de quelque chose qui est, très actuel puisque ça va être tout simplement Total qui a publié ses résultats et bien sûr, on aura la phase de questions-réponses par la suite. Merci, à tout de suite. Merci Christopher, oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, hein, donc comme l'a bien dit Christopher, on fait un point d'abord plus général, plus macro, et ensuite avec moi ou effectivement avec ma collègue Mike-Colline, on va dans le détail sur la plateforme Saxo. En général, voilà, on vous fait une analyse technique effectivement. Là, on est un peu complètement dans le thème, hein, j'allais dire, avec les résultats de Total Energy qui sont parus ce matin. Vous avez déjà dû voir un petit peu les chiffres dans les journaux TV, même sur les chaînes d'infos en continu. C'est pas mal débattu, parfois critiqué. Alors dans l'ensemble, les résultats sont plutôt mitigés. En réalité, même si les chiffres peuvent paraître effectivement assez conséquents, c'est assez mitigé par rapport à ce qui a été espéré, hein, par les analystes. C'est toujours effectivement par rapport à qu'est-ce qui était attendu par les analystes, par le marché. On a un bénéfice par action qui est ressorti à 2,97 contre 3,07 qui était attendu. Donc là-dessus, on est légèrement en baisse. Sur le résultat net ajusté au quatrième trimestre 2022, on est ressorti à 7,6 milliards. Alors, c'est des dollars, hein. On sort toujours ces chiffres en dollars. Donc, 7,6 milliards de dollars, c'est quand même 11% de plus par rapport au quatrième trimestre 2021. Il faut savoir que donc, sur l'année 2022, on a un résultat net ajusté, donc pour la totalité de l'année 2022, de 36 milliards de dollars. Vous avez dû voir autour de 20 milliards sur les chaînes d'infos, parce qu'en fait, la différence, à peu près un peu plus de 15 milliards, la différence, c'est ce qui est provisionné pour la Russie, hein. Quand il parle de pertes, voilà, c'est plutôt ce qui est provisionné pour la Russie. Par les activités voilà, qui sont en Russie. Donc, on est plutôt sur un résultat net ajusté de 36 milliards en 2022. Alors, il y a eu quelques annonces, hein, également. On a une bonne nouvelle au niveau du dividende pour le quatrième trimestre qui est en hausse à 0,74 €, hein, alors que ce qu'on estimait, les prévisions faisaient plutôt état d'un dividende à 0,69. Donc là, voilà, on a une hausse du dividende sur le quatrième trimestre assez importante. On ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'il va être payé, mais en tout cas, voilà, il a été effectivement annoncé. On a aussi, alors ça peut paraître anecdotique, mais je sais qu'on a pas mal de clients qui traitent sur cette place boursière-là. Au Toronto, en fait, il va y avoir un spin-off avec Total Energy Canada. Donc Total Energy Canada va faire un spin-off et va coter sur la bourse de Toronto. Heu, donc ça aussi, peut être une information, à prendre. Également, en 2022, alors pour ceux que ça intéresse, Total a payé, 33 milliards de dollars de taxes, alors c'est principalement payé, dans les pays où ils produisent en fait, hein, le gaz et le pétrole. Donc voilà pour les gros points de Total. Donc résultat, plutôt mitigé par rapport à effectivement ce qu'on attendait. C'est pour ça que sans surprise, hein, ce matin, le titre a fait jusqu'à -2,5. Je crois même qu'il a fait -3 là, au moment où on se parle, on négocie autour des 56-36 sur le titre, donc à -2 depuis l'ouverture. On va voir qu'on était sur des niveaux techniques qui étaient assez importants quand même. Donc effectivement, on va essayer d'établir une stratégie et voir est-ce que c'est intelligent de rentrer maintenant, quel niveau serait intelligent de rentrer et quels sont les obstacles qu'on peut observer sur le titre. Donc on va commencer notre analyse technique, hein. Donc sur la plateforme, bon voilà, vous la connaissez, dans la partie à opération plus graphique. Si voilà, vous agrandissez le graphique pour être focalisé sur, une valeur. Là, bien sûr, on est total, hein. Vous pouvez sélectionner dans la barre de recherche, juste ici. Alors pour notre analyse technique, on commence toujours là, un peu global, un peu comme un entonnoir. Donc là, on va partir sur une semaine. On va regarder un peu quelle est la tendance avec des bougies une semaine, donc vraiment sur du long terme. Là, ce qu'on observe, hein, c'est que depuis 2020, clairement, on est dans une grosse tendance haussière, hein. À la chute qu'on a observée en début 2020, premier trimestre, deuxième trimestre, bah,
tout simplement, c'était le Covid, hein, on se rappelle, hein, les prix du baril de pétrole pendant le Covid, il y a eu même une échéance qui était l'échéance active, qui était tombée dans le négatif, hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on était tombés dans le négatif, hein. C'est-à-dire que voilà, les gens carrément payaient pour se débarrasser de leur contrat. Depuis effectivement, on est fortement remonté et même on est clairement dans une tendance, qui est haussière, une belle tendance haussière. Donc on va commencer l'analyse technique du titre, on va voir quels sont les niveaux où on peut, effectivement rentrer, où est-ce qu'il serait intelligent de le faire. Donc on va commencer effectivement, l'analyse technique. Donc on va prendre une ligne parallèle, on va tracer voilà, sur les les niveaux. Voilà, donc là, on voit clairement qu'on est dans un canal effectivement qui est haussier. On va pouvoir l'élargir un petit peu. On va se mettre là, voilà, je vais agrandir un petit peu celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, on est quand même plutôt sur le bas du canal. Alors oui, c'est effectivement une tendance haussière qui est sur le long terme. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'on est sur le bas du canal, hein. Ici, on a, un plus haut, heu, qu'on a atteint en 2018, fin 2018, hein, qui pourrait faire office, d'une résistance et regardez, on est dessus, hein. C'est pas un hasard, on est effectivement dessus, même après les résultats. Juste là, je vais essayer d'être précis, voilà. On va lui faire changer de couleur, on va la passer couleur un peu plus j'allais dire peut-être sympathique, en tout cas plus lisible. Maintenant, voilà, on a quand même nos gros axes là, c'est vraiment du long terme, hein. Donc on voit qu'on est dans un canal haussier, donc la tendance est extrêmement positive. Par contre, ce qu'on constate, c'est que là, on peut être proche d'un fort niveau de résistance qui correspond au plus haut de fin 2018. Alors, on va voir, bien sûr, on va regarder plus dans le détail. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en journalier. Donc quand même, pour passer en journalier, ici, vous avez l'unité de temps. Vous pouvez également personnaliser, hein, si vous préférez, voilà, que ce soit en mois ou que ça soit vraiment personnalisé, vous pouvez le faire. Donc on va repasser en une journée. On va Ici, on est en une journée et on va commencer à ajouter, quelques indicateurs, pertinents. Donc premièrement, le RSI, un RSI que, je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'utilisez, hein. C'est souvent utilisé pour, délimiter les zones où, le titre est suracheté ou survendu. En réalité, on l'utilise, aussi pour déterminer les zones de support et de résistance sur le RSI. Là, déjà, qu'est-ce qu'on constate sur le RSI? On constate que, le potentiel sur le RSI n'est pas épuisé, hein. On reste, un peu en dessous des 50, entre 30 et 50. On voit que le potentiel sur le RSI n'est pas épuisé. On n'est pas non plus sur les 70. Donc on voit en premier temps qu'on est sur un joli canal haussier depuis plusieurs années maintenant et qu'en plus le, potentiel sur le RSI n'est pas épuisé. Par contre, est-ce qu'il y a peut-être des freins, à court terme pour aller au-dessus? Ou il y en a effectivement et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc, sur le RSI, vous voyez, on peut clairement, tracer, une zone de résistance sur le RSI, ouais, qui est juste là. Donc on est vraiment tout proche, hein, de la zone de résistance sur le RSI. Vous voyez comme on peut utiliser aussi le RSI en traçant effectivement, les niveaux sur, cet indicateur, hein. Donc voilà, souvent il est utilisé que pour les surachats sur-vente, mais en réalité, voilà, essayez de l'utiliser aussi avec les supports résistances et bien sûr aussi les divergences, hein. C'est-à-dire quand il y a une divergence entre ce que fait, le cours de bourse et ce que fait le RSI. Donc là, on voit que même si le potentiel long terme sur le RSI n'est pas épuisé, on constate que là, à court terme, on a quand même une résistance, sur le RSI, hein. Vous voyez là, ces points-là, ici, là, qui peut être effectivement, un frein. De plus de plus, on a, des niveaux de résistance. On voit où les cours ont bloqué, à plusieurs reprises. Donc on va mettre hop, ici, là, on voit qu'il y en a eu un. Regardez, on va même le remplir avec une couleur. Voilà, ça vous allez voir un petit peu mieux. Voilà, on a ici. On a également on a également juste là. Hop, si j'arrive à le placer. Voilà, voilà. Je vais le dédoubler. Hop, je vais l'éteindre. Je vais plutôt, pareil, de la même manière, je vais vous le remplir. Hop, si j'arrive à le sélectionner. Tac. Voilà, on a là. On a également, donc ça, ce qu'on appelle des zones où le marché a accumulé, hein. Ici, là, hop, plutôt par là. Voilà. Là, c'est les zones où le marché a cherché à effectivement à venir accumuler. On en a aussi
une juste ici. Si j'arrive à revenir récupérer ma petite ellipse. Hop, voilà, là. Donc là, clairement, on constate que le marché est venu accumuler par ici. Hop, je vais vous montrer aussi avec un rectangle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une zone d'accumulation. Donc ça peut être une zone où on peut être à l'aise effectivement pour rentrer à l'achat dans dans ces niveaux-là. Donc vous voyez, on est à peu près, hein, on est à peu près dans les niveaux actuels. Maintenant, vu qu'on voilà, on fait du trading, on essaye d'être assez précis. Donc là, on peut constater qu'on a un gros niveau effectivement de résistance et nos petits cercles qui étaient des zones d'accumulation. Donc pour ceux effectivement qui ont déjà suivi quelques webinaires, vous savez qu'on aime beaucoup utiliser ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci. Donc c'est lorsqu'il y a eu un mouvement assez soudain, assez puissant, hein, comme là la montée là qu'on a eue depuis effectivement la fin de l'année dernière. Ça permet de mettre en place les niveaux de retracement suivants. Donc, ouais, là ça ne loupe pas, on est exactement sur, je vais zoomer, hein, comme ça vous allez effectivement mieux voir. Donc on constate que sur la zone des 55, on a un gros niveau, hein. La zone des 55 qui correspond aux 38 de retracement de Fibonacci, plus les zones d'accumulation, donc ici on en a une, ici on en a une seconde, ici on en a une troisième. Donc c'est au sein de ce rectangle qu'on pourrait même venir diminuer, voilà, comme ça en réalité. Donc là, la zone des 55, on a clairement une zone qui pourrait être extrêmement intéressante à aller chercher, avec bien sûr une grosse résistance autour des 60, virgule, 34. Donc là, moi, si je suis acheteur, je vous avoue, j'ai regardé hier, hein, j'ai regardé hier avant les résultats et on valait à peu près autour des 57,5. On était en sorte de pourcent plus haut, on voyait autour des 57,5. On sentait qu'on a eu du mal, hein, à aller s'installer au-dessus de cette résistance, à moins que les résultats aient été extrêmement bons, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, avec cette baisse de 2 c'est plutôt en fait un niveau où je suis davantage à l'aise, hein, pour commencer à rentrer sur le titre. On a vu que la zone d'accumulation est dans ces niveaux-là, hein, voilà, donc plutôt autour des 50, donc 55, pardon. Donc ceux qui sont un peu plus joueurs vont aller essayer d'aller chercher un ordre, d'aller poser un ordre limite, hein, sur les niveaux des 55. Donc là, si on part sur une quantité de 1000 titres, on irait le chercher sur la zone des 55. Moi, je vais passer mon ordre. Voilà, donc mon ordre limité est placé à 55 parce qu'effectivement, c'est une zone où le marché devrait venir s'appuyer et où on a constaté déjà depuis plusieurs mois maintenant que c'est une jolie zone d'accumulation. Déjà, elle fait office, hein, de notre résistance que j'ai effacée sans faire exprès tout à l'heure. Voilà, juste là, je vous la remets. Je vous remets une couleur un peu plus lisible. Voilà, on va la mettre en rose. Voilà. Et effectivement, vous allez voir aussi tout de suite qu'avec les moyennes mobiles, donc les moyennes mobiles, simples, hein, on en met on met la long terme à 200 jours. Vous voyez, on voit que la 200 jours, hein, qui est la long terme, elle vient se mettre en dessous du cours, presque au niveau aussi, hein, du bas du canal. Donc là, il y a vraiment, une vision de long terme, je veux dire, qui est quand même supportée par le bas du canal et effectivement par la moyenne mobile de 100 jours. Donc la tendance haussière long terme n'est pas du tout, remise en question, même après les résultats, hein. Mais nous, en tant que, voilà, que trader ou investisseur actif, on essaie d'avoir des points d'entrée qui soient les plus pertinents possibles. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur les moyennes mobiles un peu plus court terme, hein. Donc, là 100 jours, mettre là 100 jours, hein, qui est sur la moins terme. Voilà, vous voyez là 100 jours, on est clairement sur un niveau de support et d'ailleurs on voit, hein, que là il a fait office niveau de support à plusieurs reprises. Donc on a effectivement un niveau extrêmement intéressant sur cette zone-là. Donc on va les rajouter encore plus court terme, hein, parce que voilà, nous on cherchera encore davantage à aller sur du court terme. Donc on va utiliser la 50, hein. Utiliser voilà celle-ci, hein, c'est vraiment les plus utilisées, hein, la 200, la 100, la 50, la 10, même la 21 est extrêmement utilisée. Mais elle n'est pas utilisée, voilà, d'autres qui seraient peu utilisés parce qu'il y a quand même un effet autoréalisateur, hein. Le plus grand nombre utilise les indicateurs, le plus effectivement, ça a du sens et ça fonctionne. Alors, regardez ma moyenne mobile du jour là, qui est effectivement, attendez, je vais peut-être rechanger la couleur parce que c'est pas extrêmement visible pour vous, j'imagine, en cette couleur. Donc on va passer sur du jaune, voilà, du jaune. Donc là, c'est la moyenne mobile, donc
court terme, hein, là 10 jours, court terme qui est, sur mon Fibonacci, ouais, la ligne rouge, là, de 23 du retracement de Fibonacci autour des 57. On a un peu plus haut, là, la moyenne mobile 50 jours qui est juste là. On a quand même pas mal d'obstacles, à court terme, pour aller chercher un cran au-dessus. Donc, là, à court terme, on serait beaucoup plus à l'aise si on irait plutôt acheter, effectivement sur les niveaux des 55. Donc rappelez-vous avec, l'ordre limite, mon ordre limite qui est juste là que j'ai placé à 55. Alors maintenant, il existe plusieurs solutions. Heu pour votre plan de trading, hein. Donc vous mettez votre ordre limité à 55 et vous attendez effectivement que le cours vienne retracer, tranquillement vers ce niveau-là, hein. C'est ce qu'il devrait faire au vu de notre analyse technique. Alors effectivement, il y a ceux voilà c'est pas de la science exacte, bien entendu. Maintenant, il y a des fortes probabilités effectivement que ce scénario se réalise et donc maintenant, vous allez vous dire: «Bon bah alors, j'ai mon niveau d'entrée autour de 55, où est-ce que je sors, en profit? Où est-ce que je sors en perte?» En gros, où est-ce que je mets mon stop loss? Alors stop loss, on aurait tendance à effectivement vouloir le placer, au niveau ouais, vouloir le placer au niveau des 54, c'est-à-dire en dessous de notre canal ici, en dessous de notre canal, long terme, hein. Là, on se dit voilà, effectivement, si on casse le canal long terme, ça peut être effectivement, un signe que le marché reste appuyé beaucoup plus bas. D'ailleurs, il l'a fait ici, hein. Là, il l'a fait la dernière fois qu'il l'a cassé, c'était une fausse cassure parce qu'on l'a réintégré effectivement, regardez, f vers septembre, octobre 2022, il est venu s'appuyer sur la zone des 46. Donc effectivement, là, on est quand même beaucoup plus haut. Venir s'appuyer sur la zone des 46, ce serait vraiment une perte considérable pour notre trading. Donc on viendra plutôt chercher notre stop loss au niveau de la moyenne mobile 200 jours, vous voyez ici en bleu, et qui correspond également au retracement de Fibonacci de 50. 50, c'est un niveau de retracement qui est extrêmement significatif. Donc ici, on voit qu'on a un retracement de Fibonacci à 50%, plus la moyenne mobile de 200 jours, plus on est en dessous du canal long terme. Donc effectivement, moi je serais assez à l'aise de venir placer mon stop sur ce niveau-là. Donc là, le cours on est autour de 56. Alors, sinon on rentre, on en rentre à 55, hein. Donc on rentre à peu près sur ce niveau-là et on irait mettre nos stops au niveau des 53. Alors, on va mettre 53, 53 pour être précis. Donc je récupère, hop, un petit texte. Donc là, ça serait le stop au niveau des 53. Stop à l'heure 53. Ce qui ferait que ça nous ferait une perte de 2 € finalement, parce que si on rentre à 55, effectivement, on sort à 53, ça nous ferait une perte de 2 € et à l'inverse, moi je serais assez à l'aise effectivement d'aller chercher supérieur le niveau, supérieur donc du Fibonacci et même qui était, hein, la résistance, vous voyez, c'est les cours les plus hauts en fait, hein. Ce sont les plus hauts, autour des 60-61. Donc là, je mettrais effectivement, heu, mon take profit, hein. Toujours avoir, son, take profit et son stop loss autour des, 63. Donc ouais, c aussi là, on a un risk reward qui est plutôt intéressant, hein, parce qu'entre 50, entre 53 55 et 63, on a 8 €. Donc on s'autorise à aller gagner 8 pour aller perdre uniquement, uniquement entre guillemets, hein, uniquement, 2 €. Donc c'est un risk reward qui est important. On pourrait même, mettre son stop un petit peu plus bas, ça resterait un risk reward, intéressant. Alors le souci avec les stops, il y a quelques soucis quand même avec les stops. Je suis pas très, souvent pas très à l'aise avec ça parce que alors déjà il peut être atteint effectivement avec une fausse cassure et d'ailleurs le marché remonte et c'est frustrant parce qu'on était dans le bon sens mais on s'est fait sortir. Donc premier élément. Deuxième élément, il peut y avoir ce qu'on appelle un gap de marché. C'est-à-dire que, il peut y avoir une annonce, X sur le titre, hein. Alors on va pas parler de malheur, mais si on se rappelle de voilà du virus, en 2020, on peut gaper et peut-être ouvrir, je sais pas, imaginez, je dis un chiffre extrême exprès, hein, mais on peut rouvrir autour des 40. Alors imaginons on ouvre à 40 suite à une annonce extrême, hein, donc c'est-à-dire que en fait, votre perte, ça sera de 55 à 40. Parce que forcément, il n'y aurait pas eu de cotation entre les 2. Donc c'est un stop, c'est pas garanti. S'il y a un gap, vous êtes exécuté à l'ouverture du marché, au gap. Donc ça peut être une perte colossale. Donc c'est pour ça que, les stops, en général, j'aime bien les garantir. Alors comment on garantit un stop?
Alors, on garantit un stop avec, ce qu'on appelle une option. Alors certains ont déjà peut-être eu une introduction aux options. Souvent on en vendait, hein, dans les webinaires quand on faisait, des analyses techniques et quand on faisait des scénarios de stratégie, on était vendeur d'options. Là, en fait, pour garantir un stop, on va simplement être acheteur, d'options et acheteur, d'une option de vente, donc acheteur d'un put. Donc si on achète un put effectivement, à 53, quel est l'avantage? Ah, l'avantage, c'est que, on va être garanti sur notre stop. Parce que même si on ouvre à un prix de 40, bah, nous, on aura, effectivement le droit de vendre nos totales à 53. Donc ça nous garantit, quoi qu'il arrive, un prix de vente. Et on va regarder, alors souvent, le souci avec les options, c'est que ça coûte cher. C'est que ça coûte cher. Ce qui définit notamment le prix de l'option, c'est surtout ce qu'on appelle la volatilité implicite. Alors, il y a d'autres paramètres, hein, qui rentrent dans une formule ce qu'on appelle la formule de Black-Scholes. Dedans, il y a plusieurs paramètres, notamment voilà, le temps qui reste jusqu'à l'échéance, par exemple, mais surtout, le paramètre le plus important qui détermine vraiment le prix de l'option, c'est la volatilité implicite, hein, parce que forcément, plus un titre bouge, plus il est coûteux de se protéger. L'avantage sur Total, c'est que c'est un titre qui est peu volatile. Il est peu volatile. Alors j'ai pris tout à l'heure une capture, d'écran sur Bloomberg. J'espère que là, vous la voyez. Confirmez-moi, hein, si vous la voyez ou non. Alors, je vais vous expliquer, hein, ce que c'est. Alors vous avez l'air de la voir. OK. Alors en fait, la ligne orange, c'est la volatilité historique du titre sur les 3 derniers mois. Donc la volatilité historique du titre sur les 3 derniers mois, on voit qu'elle est en constante baisse, hein. On a fait un plus haut autour des 37 en septembre dernier et depuis, elle est en forte baisse. La ligne, blanche, c'est, la volatilité implicite à 3 mois. Donc c'est la volatilité qui est attendue par les investisseurs. La volatilité qui est attendue par les investisseurs, donc qui est intégrée dans les prix des options. Donc c'est voilà, les investisseurs s'attendent effectivement à une volatilité autour des 23. Donc même la volatilité implicite, ce qui détermine le prix d'option, est au plus bas depuis plusieurs mois. Donc les niveaux de volatilité sont extrêmement bas, que ça soit la réalisée ou la implicite. Ce qui fait que nos options vont être pas chères, du tout, comparé à ce qui se faisait avant. Donc notre protection pour nous garantir notre stop, il va pas être très cher. Vous voyez, si je prends une expiration au 21 avril et que je mets, un option, de vente, donc pas un call, hein, je mets un put à un prix de 53, elle vaut que 1,22. Donc petit rappel, hein, 1,22, un contrat d'option, c'est 100 actions. 100 actions. Donc si moi je veux me couvrir sur 1000, sur 1000 titres, je rentre une quantité de 10 contrats d'options. Donc, chaque contrat d'option est égal à 100 actions sous-jacentes et ça me coûte 1,22 par action. Donc, 1,22 fois 10 fois 100, ça me coûte 1200 euros ou alors 1,22 points 1,22 points de cours, hein, donc 1,22 points de cours pour garantir mon stop à 53. Et ça, c'est parce que les niveaux de volatilité sont extrêmement bas. Donc voilà comment on peut allier une position, j'allais dire directionnelle pure et simple avec une option de vente pour nous garantir notre stop. Alors, voilà, on peut dire qu'on arrive effectivement au terme de cette analyse technique. Maintenant, on va prendre vos questions. Je vois qu'il y en a quand même pas mal dans le chat. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus effectivement à suivre nos webinaires tous les 15 jours, donc on vous remercie, pour ça. N'hésitez pas voilà, à nous, déposer des commentaires, soit sur Trustpilot, sur Google ou même via le service client pour nous dire, voilà, s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, s'il y a des thèmes que vous préférez, des, méthodes que vous trouvez, voilà, mieux, par exemple. Donc on va regarder les questions. Christopher, est-ce que, Alors, j'ai quelques questions, en tout cas, qui sont plus sur ma partie. Après, je te laisserai ouais? rebondir sur la tienne. Peut-être celle d'Ayet qui est finalement assez intéressante, qui est quel domaine d'énergie rapporte-t-il le plus? Est-ce renouvelable ou fossile? Alors, tout dépendra effectivement, vous m'excuserez, je ne serai pas politiquement correct. Tout dépendra finalement de l'horizon temps. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a eu une très très bonne performance du fossile en 2022. Bien évidemment, il y a des investissements qui sont très importants dans tout ce qui est renouvelable. Mais si vous regardez aujourd'hui en termes de performance et en termes de transition écologique, sans rentrer dans la polémique, la réalité, c'est qu'il faudra dans tous les cas de l'énergie fossile. Donc j'aurais tendance à considérer
que dans le fossile, ça va continuer à bien performer, même si bien évidemment, notamment en termes de réglementation, on va sortir les énergies fossiles des fonds ISR. Donc ce sera à partir du milieu d'année prochaine, hein, ce qui est une réglementation française, hein, j'entends, à cet égard. Mais vous aurez toujours des opportunités effectivement sur le fossile. Moi, je reste convaincu que ça fera partie de la transition et donc automatiquement, ça va continuer à bien performer. Le problème qu'on a aujourd'hui avec le renouvelable, c'est que vous avez un problème en termes de puissance électrique, vous avez un problème aussi en termes de gestion des données fournies par les éoliennes. Et ça, c'est des problèmes qui vont faire qu'à un certain stade, j'ai un peu, si vous me permettez cette expression, mais j'ai un peu le sentiment qu'on est sur une bulle au niveau de tout ce qui est transition écologique, et il y a beaucoup d'initiatives. On a eu beaucoup d'introductions en bourse à Paris, y compris en 2022, de sociétés qui étaient sur cette thématique-là, alors capture de l'énergie et autres. Beaucoup d'investissements, mais il faut voir aussi quels sont le retour sur investissement. Donc, ne pas se ruer en dépit, bien sûr, peu importe ses convictions personnelles, mais ne indéniablement pas se ruer sur le renouvelable, à mon avis. Et très pragmatiquement, puisque l'idée aussi d'avoir du retour sur investissement, je pense que le fossile va faire partie de la dynamique. Sur l'hydrogène, puisqu'on avait une question à cet égard, hydrogène très énergivore à produire, a-t-il l'avenir qu'on lui prédit? Alors vous avez l'espoir d'avoir de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, malheureusement, donc à partir d'énergies renouvelables et donc effectivement très clairement peu énergivore et peu polluant. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est plutôt l'hydrogène gris à partir d'énergie fossile. Vous avez une course, je discutais récemment avec un responsable de Dalca que vous connaissez peut-être, qui est dans la transition écologique, enfin transition énergétique plus exactement. Il disait il n'était pas du tout convaincu que l'hydrogène fasse partie de la solution de l'avenir, puisque justement, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'hydrogène vert. Alors peut-être en fonction des évolutions, mais c'est de l'hydrogène gris et donc extrêmement polluant. Et je vous avoue avoir plutôt confiance dans son avis d'expert, le connaissant depuis de nombreuses années, et je serais d'avis, effectivement, comme lui, que l'hydrogène n'a pas l'avenir qu'on lui prédit, et ce sera probablement une déconfiture. Vous avez une question de Courtois sur la réouverture de la Chine sur le marché de l'énergie. Bon, je pense que je l'ai évoqué assez longuement. Il y avait un slide à cet égard, donc je ne vais pas revenir plus dans le détail. Et vous avez d'autres sur l'analyse technique. Là, je te laisserai rebondir. Tu as plein de questions sur l'analyse technique. Et je crois que j'en avais une autre pour moi. Alors, juste celle de Christian. Le prix du gaz ayant baissé de 40%, l'action Engie à 13 euros est-elle surévaluée? Pas nécessairement, puisque c'est des entreprises aussi qui se diversifient dans d'autres domaines, qui investissent pas mal aussi dans tout ce qui est renouvelable au sens large, transition écologique. Donc, pas nécessairement, je pense pas. J'ai pas regardé en détail l'action Engie, je vous avoue, mais je ne suis pas convaincu que ce soit surévalué, hein, très loin de là. Je crois qu'en tout cas, sur ma partie, sauf s'il y a d'autres questions qui reviennent, mais je pense que c'est plutôt à toi, Nicolas. Tu as un fort succès sur ta partie analyse technique, donc je vais te laisser prendre le relais. Alors, tout à fait, hein, je vois effectivement de bonnes questions, hein. Merci pour les questions. Alors, je vois une question de Olivier, extrêmement intéressante, donc qui pose la question suivante: à quel niveau positionnerez-vous un covered call pour financer l'achat du put? Donc ça, c'est effectivement assez intéressant, parce que l'achat du put, voilà, ça a un coût, et en contrepartie, on peut effectivement décider de vendre un call, en fait, de caper, finalement, de caper ses gains. Donc, un peu comme au lieu de mettre un take profit, on irait vendre un call pour dire bon, bah, je capte mes gains, j'accepte de ne pas gagner à partir d'un certain point, et en échange, le marché me rémunère. On pourrait le placer effectivement sur la résistance, hein, qui était au niveau des 60 euros là-haut. Le souci, hein, c'est que si je reprends, enfin, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, j'imagine que oui. Si on reprend la capture d'écran que j'ai fait, je l'ai faite hier sur Bloomberg, on voit que les volatilités étant extrêmement faibles, la vente d'options sera peu rémunératrice, hein. D'autant plus si on va chercher des calls un peu assez élevés, hein. Là, on a vu que notre risk reward était assez important. On allait chercher 60, 63. Donc effectivement, on était assez élevé du prix actuel. Donc oui, on peut financer une partie, mais alors dans ce cas, il faudrait peut-être jouer sur l'échéance, hein. Il faudrait peut-être allonger l'échéance, vu qu'au niveau des volatilités, la rémunération n'est pas extrêmement attractive. Elle l'a été beaucoup plus, hein. Donc le marché ne nous paye pas beaucoup, en gros, pour faire simple, hein, nous paye pas beaucoup pour vendre de l'option. Pour ça que sur cette stratégie-là, j'ai préféré y aller avec un achat simple
et pas couvrir ce prix. On aurait pu le faire effectivement en jouant notamment avec la partie échéance, en allant chercher une échéance plus lointaine. Mais effectivement, c'est une bonne question. Il y a d'autres webinaires où on l'avait effectivement fait, hein, notamment, il me semble sur le Nasdaq où on l'avait fait. Je vous invite à regarder les webinaires précédents. Heu, Ensuite, je vois effectivement une question de Grégory. Alors, existe-t-il des options qui ont un multiplicateur de moins de 1000 barils? Alors sur le pétrole, non, une option, c'est 1000 barils. Par contre, là, on l'a vu sur Total, hein, donc les options sur actions, c'est des multiplicateurs de 100 actions, hein. On peut les voir dans les conditions de trading, 100 actions. Donc là, ça vous fait, des tailles de contrats qui sont, plus petites. Alors Jérôme qui nous pose aussi la question. Alors, au-delà de l'analyse technique, serait-il possible d'avoir un jour un webinaire sur la manière d'analyser un compte de résultat? C'est une très très bonne idée, Jérôme, effectivement. Je pense qu'on pourrait mettre ça en place. Donc, plus sur l'analyse fondamentale. C'est que souvent, on dissocie analyse fondamentale, analyse technique, ceux qui sont pour l'un, ceux qui sont pour l'autre. En réalité, les deux vont très très bien ensemble. L'analyse fondamentale va donner voilà, la grande impulsion et d'ailleurs la technique va juste définir les niveaux. Comme on a vu là sur Total, aujourd'hui, autour de la zone des 55, c'est un bon niveau pour rentrer, mais la tendance effectivement à long terme, ça c'est drivé par le fondamental et très positif, même si à court terme, on a envie voilà, de rentrer sur un niveau un petit peu plus bas en tant que trader. On va regarder s'il y a effectivement d'autres questions. Après, il y a pas mal de questions sur d'autres valeurs, GTT par exemple. Tout ça, on pourra effectivement regarder dans d'autres webinaires, hein. Sans problème, on pourra faire les analyses de ces titres. Moi, je pense qu'on a fait effectivement le titre. Après, il y a beaucoup de questions qui se rejoignent. Donc, Christopher, tu veux le mot de la fin? Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup évidemment pour votre présence et votre participation. Vous étiez très nombreux aujourd'hui, une centaine à ce webinaire. J'espère que ça a été éclairant, instructif et qu'on a répondu à la plupart de vos questions. On se retrouvera, vous le savez, on a 2 webinaires par mois, donc vous aurez prochainement bientôt un autre webinaire, en l'occurrence sur une autre thématique, qui est l'intelligence artificielle. Je vous invite à bien sûr déjà vous inscrire, hein, vous pouvez le faire sur le site de Saxo Bank, même procédé que vous avez utilisé précédemment pour s'inscrire à ce webinaire. Un grand merci, très bonne journée, puis nous nous retrouvons donc très prochainement pour encore échanger sur les marchés financiers. Excellente journée, au revoir. Merci, au revoir.